Alors voilà un supplément à petite devinette que j'ai laissé à l'épisode précédent sur cette alimentation et la description qui est à côté. L'alimentation que j'ai redessinée derrière, je la redessine d'une manière un peu différente, ce qui permet de mieux voir le style de configuration que c'est. Et je vais décrire un peu moi ce que j'ai pu voir dans le texte qui ne collait pas. J'ai eu quelques réponses avec des petits détails en plus et des choses comme ça auxquelles j'aurais pas spécialement pensé. Mais néanmoins, la plus grosse erreur du texte n'a pas été trouvée. Je pense que Faure l'a trouvée, même si je n'ai pas souvenir qu'il l'ait écrit. Je pense qu'il l'a trouvé aussi, mais j'ai eu d'autres réponses avec des analyses plus poussées, des choses comme ça. Mais la grosse, vraiment l'erreur principale du texte n'a pas été écrite telle quelle. Alors j'ai le texte ici, et on va parler en parallèle avec le dessin. Alors, ça commence par un régulateur d'une stabilité et d'une rapidité incomparables sans contre-réaction est obtenu avec très peu de composants. Très bien. Alors en fait, la grosse erreur, l'énorme erreur, elle est déjà dans cette première phrase. Alors, dans l'épisode précédent, j'ai décrit cette configuration-là qui n'est en fait qu'un émetteur suiveur. Ici, que ce soit un Darlington ou que ce soit un transistor, il faut considérer ça comme un transistor unique avec beaucoup de gains. L'intérêt de cette configuration-là, c'est qu'on a une plus grande immunité, une meilleure régulation due au gain du transistor. Et donc, ici, comme on est dans cette configuration d'émetteur-suiveur ou collecteur commun, en fait, la principale caractéristique de ce montage, vraiment le fondamental de ce montage, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on trouve en sortie, la tension qu'on trouve en sortie, on la trouve en entrée, intégralement, avec ici en plus des tensions VBE superposées. Ça veut dire quoi? Quand on a un montage où toute ou partie la sortie se retrouve à l'entrée, c'est par définition un montage contre-réactionné. Alors selon le sens dans lequel la sortie est réincorporée à l'entrée, on l'a en contre-réaction positive ou négative. Ici, on est en contre-réaction négative avec l'intégralité de la sortie qui est ramenée en entrée. C'est-à-dire cette tension ici, on va la retrouver aux bornes de la diode avec en plus, ici dans le cas de Darlington, deux tensions base émetteur, c'est-à-dire que la tension ici va être supérieure à celle-là. Donc c'est un peu le souci de ce style de montage, c'est que la tension de sortie exacte est difficile à prévoir parce qu'il y a ça qui joue dans le résultat final. Mais en dehors de ça, en fait, le montage à collecteur commun, c'est par définition ce qu'on peut faire de plus contre-réactionné comme montage de base. C'est-à-dire, vraiment, on a une contre-réaction de 100%, on ne peut pas imaginer plus que ça. Et c'est pour ça que ce montage a un gain inférieur à 1. Il serait à 1 si le gain de ce truc était infini. Mais bon, il ne l'est pas. Donc on a un gain inférieur à 1 et une contre-réaction absolument totale. Donc ce schéma-là est un schéma ultra contre-réactionné. Même c'est le plus contre-réactionné des schémas qu'on puisse imaginer dans cette situation. Donc la première phrase, ce qui était l'erreur principale, de dire que c'est un régulateur sans contre-réaction, c'est carrément le contraire. C'est le régulateur avec une contre-réaction totale. Contrairement aux LDO qui, eux, vont se retrouver avec des émetteurs de l'autre côté, en PNP, on ne se retrouvera plus dans cette situation-là. On sera probablement avec des contre-réactions, mais qui seront plus complexes et qui agiront avec du gain et qui créeront des instabilités. Mais là, on est carrément dans le montage contre-réactionné absolu. On ne peut pas faire plus que ça. Donc, ça veut simplement dire que l'auteur de c'est pas l'auteur de cette alimentation-là, parce que cette alimentation-là, je me souviens de l'avoir vue il y a 30 ans dans un radioplan ou quelque chose comme ça. Je pense que Dominique Jacovopoulos, à l'époque, l'avait utilisé pour ses amplis. C'est pas nouveau, c'est un truc assez classique. Néanmoins, cette alimentation, l'auteur n'a pas compris comment elle fonctionne, tout simplement. Il ne comprend pas ce montage fondamental du transistor. Et le fait de dire que c'est un montage non contre-réactionné, c'est une méconnaissance totale du fonctionnement de base de ce truc-là. C'était là qu'était la plus grosse erreur. Alors on va continuer parce qu'il y en a quelques-unes qui suivent. Le courant de sortie est fourni par T1, donc c'est celui-là, le Darlington, avec un H21 supérieur à 1000. Alors, le H21, encore une fois, le bêta, ce qu'on appelle le bêta dans le transistor, c'est un paramètre que tout le monde cite, mais en fait c'est un paramètre qu'on n'utilise pas. Parce que
On ne gère jamais un montage à transistor avec le courant base. On s'en fout du courant base. Au contraire, c'est une nuisance. Et donc, c'est pas ça qui importe. À part faire un mesureur de transistor, où là, effectivement, on veut mesurer des courants bases ou des choses comme ça, on n'utilise jamais le courant base comme variable de conception. Donc le bêta, on ne l'utilise pas. C'est un paramètre qui varie dans tous les sens et d'un transistor à l'autre, etc. C'est vraiment un paramètre inutilisable. C'est un indicateur éventuellement, mais là, ici, ce qui compte, c'est la transconductance, c'est-à-dire la variation de courant dans le transistor par rapport à sa tension VBE. Et en fait, dans les cas des bipolaires, elle est gigantesque, elle explose en exponentielle. Donc, à partir du moment où le transistor est suffisamment polarisé, en fait, la transconductance devient très très élevée. Et c'est pour ça qu'à la fin, un transistor, finalement, si on le polarise suffisamment, ça devient un composant, je ne vais pas dire idéal, mais on n'a plus trop de soucis à se faire au niveau de ses caractéristiques. On a suffisamment de gains de toute façon au bout d'un certain temps. Mais en tout cas, le bêta, lui, c'est plus une nuisance qu'autre chose. On peut s'en servir pour calibrer un étage d'attaque qui doit fournir du courant. Ici, la Zener doit fournir un peu de courant ici. Bon, le fait qu'il y ait un Darlington, le courant base qui va débouler là va être faible, donc la Zener n'aura pas beaucoup de courant à fournir quelque part. C'est-à-dire ce truc-là va être assez isolé de la sortie. Donc en fait, le TL431 ici, lui, il est tout seul comme ça dans son coin, avec éventuellement un peu de courant base parasite. Ça va pas vraiment interférer en soi. Mais bon, c'est comme toujours, encore une fois, le courant base n'est pas une donnée, c'est plus une nuisance et on ne conçoit pas de schéma avec le H21 ou le bêta. Ça ne fonctionne pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Et de toute façon, à partir du moment où on crée un schéma à partir de ces facteurs-là, on est certain que quand on va faire les appareils, ils seront tous différents les uns des autres, tellement c'est une grandeur qui est difficile à maîtriser et qui varie énormément d'un transistor à l'autre. Donc, bon. Donc, le courant de sortie est fourni par H21 supérieur à 1000 et la référence de tension est fournie par le TL431, qui est un très bon circuit, hein, qui est un circuit stable et vraiment universel. C'est un très bon circuit. Hein, qui agit comme un régulateur parallèle. Alors, bon, oui, effectivement, c'est une Zener, hein, faut prendre ça comme ça. Donc ici, il est mis en configuration shunt, mais ouais, il charge rien en soi, c'est juste une référence de tension. Alors, bon, dire que c'est un régulateur parallèle, oui, effectivement, ou régulateur shunt, pareil. Bon, c'est pour faire joli, quoi. Alors la tension sur son anode est réglable à l'aide de P1. Alors j'ai pas redessiné cette zone-là, mais le P1 c'est ici, c'est un potentiomètre ici. Donc la tension sur son anode est réglable à l'aide de P1 et stabilisée par la contre-réaction locale issue de R2 en ramenant sur la broche d'ajustage une fraction de R2 sur P1 plus R2 de la tension VZ présente à l'anode. Bon. C'est du charabia, parce qu'on ne voit pas ce que vient foutre une contre-réaction là-dedans. Bon, il y en a une, hein, parce que ça, à l'intérieur, on a une forme d'ampli-op sur lequel on a une référence et puis un système qui permet de faire varier la tension ici. Mais la première erreur, c'est que ici, ça c'est ce qu'on appelle la cathode. L'anode, elle a la masse. Donc, deux fois, parce que dans la phrase d'après, je crois... Non, dans cette même phrase, le terme anode est utilisé deux fois alors que c'est la cathode. Tiens, dans un bouquin, il faut relire un peu parce que là, c'est à l'envers. Hein. L'anode, c'est le côté triangle, et la cathode, c'est le bout de la pointe. Donc, il y a inversion à ce niveau-là. Alors, ce charabia sur R1, R2, machin, c'est exactement la même technique que les régulateurs variables, genre LM317. C'est-à-dire qu'on a une zone qui a une tension fixe et une autre zone que l'on va essayer de faire varier en faisant varier le rapport de résistance. Donc, si ici, pour les 2,5 volts qui sont en fait la tension entre l'anode et la broche variable, que j'ai mis en l'air là, si ici on a une résistance qui vaut ça, en fait ici, la valeur de résistance est proportionnelle à ça. En fait, en faisant un simple rapport de chaque côté, par exemple, on peut écrire R1 sur 2,5 égale R2 sur VB. Alors VB, c'est la tension en haut du truc. VB moins 2,5. Alors je mis 2,5, c'est la tension de référence ici, bon, c'est 2,48, quelque chose. Bon. Donc après, on calcule un R2 en fonction du VB qu'on veut, et puis voilà. C'est vraiment une règle de 3, c'est un rapport des résistances, c'est un rapport des deux tensions.
Alors, il y a une subtilité quand même, et là dans le schéma, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est amélioré, c'est que les valeurs de résistance sont trop élevées. Le problème, c'est que ici, ce circuit-là consomme un peu de courant. Il y a un peu de courant qui rentre et ce courant vient d'au-dessus. Et c'est un courant qui traverse R2. C'est un courant qui va se superposer au courant qui passe au travers des deux résistances. Et donc, il y a ici un courant qui rentre, qui va traverser R2, dont une petite partie va rentrer dans le circuit et l'autre partie va aller à la masse. Et ce courant, il doit être très très faible si on veut une précision suffisante. Ici, le potentiomètre fait 50 kΩ et on peut avoir une erreur de 0,1 V avec les valeurs données à ce niveau-là. Donc, on peut avoir vraiment une différence. Les valeurs sont trop élevées. Et ça, c'est aussi une précaution qu'il faut prendre dans les cas des régulateurs à 3 bornes réglables, genre LM317, c'est qu'il faut prendre des valeurs faibles ici. Et d'ailleurs, les exemples donnés, pour le TL431, je ne sais pas, je ne vais pas calculer, mais pour des LM317, la résistance d'en haut doit valoir entre 120 et 240 ohms. Ce sont des valeurs très faibles. Ici, je pense que les valeurs sont trop élevées. Il faut les descendre. Simplement, c'est un courant qui circule. Après, faut calibrer celle-là en fonction de ce qu'on veut, mais bon, ça c'est très tolérant au niveau du courant qui circule, mais il faut éviter qu'il y ait le courant qui rentre dans la borne d'ajustement vienne se superposer à quelque chose qui serait trop faible ici. Un courant faible ici, ça voudrait dire des résistances très, très élevées. Donc là, pour moi, les résistances sont trop élevées. Il faudrait les baisser. Donc, ensuite, cette tension est filtrée par C2, C3, CC2, C1. Indispensable de mettre une capa plastique sur un chimique, sinon ça sonnera tout pourri. Quelques capas céramiques de valeur suffisamment élevée fonctionneront très bien. Rendant ainsi la contre-réaction locale active seulement aux très basses fréquences. Bon, ici, parce que ça va en HS, ça va se faire comme un court-circuit, et donc ça va ramener les transistors, et c'est en fait, on a une forme de court-circuit en haute fréquence. Ce qui est vrai. Ok, donc, alors là, après, alors le point X, c'est ce qu'il appelle le point X, c'est le point B en fait. C'est bizarre hein, comme truc, parce que si on le fait, en fait, ça marche pas. Mais bon, en fait, l'idée du texte ici, ils disent en reliant le point X, alors le point X il est là, hein, en reliant le point X à la sortie de l'ensemble borne E, alors le E il est là, et non en B, on obtient un régulateur asservi au performant, très performant sur les critères habituels, mais peu musical. Alors là, ça c'est un grand classique de l'audiophilie. Les phrases, alors là, on ne s'en sortira jamais. C'est parfait, c'est super, c'est très bien, mais c'est pas bon à l'écoute. Donc en gros, on parle ici d'un régulateur asservi très performant sur les critères habituels. Ce que j'appelle un critère habituel dans le cas d'une alimentation stabilisée, c'est la tension de sortie ne bouge pas en fonction de la charge. Ce qui est à peu près la seule chose qu'on lui demande. Donc si c'est très bon sur les critères habituels, c'est-à-dire ceux-là, il faudra m'expliquer en quoi ça ne marcherait pas. En quoi à l'écoute ce serait pas bon. Si c'est pas bon à l'écoute, il y a deux choses. C'est soit l'alimentation elle est pourrie, dans ce cas-là elle n'est pas sur les critères habituels, soit le montage après est en panne. Alors là c'est pas le problème de l'alimentation, mais dans les deux cas c'est pas un argument recevable. Donc une alimentation qui est bonne sur les critères habituels, c'est-à-dire une sortie fixe, quelle que soit la charge, quand je dis fixe, ça veut dire qu'il n'est pas superposé avec des parasites et des ronflettes, des choses comme ça. Si c'est bon sur les critères habituels, ça marchera, quoi qu'il se passe. Alors en plus, cette comparaison, elle est on va dire, pas très honnête, parce que entre ça, qui serait capable de débiter à la limite plusieurs ampères, et ça, qui est capable de débiter quelques dizaines d'ampères, ou je ne sais plus combien, 100 milliampères, quelque chose comme ça, comment on peut comparer des trucs qui ont peut-être 1 ou 2 ordres de magnitude en possibilité de courant. C'est comparer deux choses qui n'ont rien à voir. Donc, dire que ça marche bien, alors si ça, c'est bon selon les critères habituels, il n'y a pas besoin de ça, il suffit de mettre ça, et le problème de dire c'est moins bon à l'écoute, ça c'est chez l'auditeur que ça se passe, c'est pas sur le schéma. Soit simplement le truc est trop chargé et l'alimentation n'est pas bonne sur les critères habituels, dans ce cas-là on met ça, soit c'est bon et puis c'est tout. Mais alors c'est comme d'habitude, c'est ce genre de discours New Age à 2 balles habituel du monde audiophile. C'est aux mesures c'est parfait, mais à l'écoute c'est pourri. Alors encore une fois,
si le moindre audiophile peut présenter une situation de ce genre, c'est-à-dire quelque chose qui sonne manifestement mal, en double aveugle évidemment, alors que les mesures connues ne donnent absolument aucun signe particulier, il est éligible à toutes sortes de concours sur des tests paranormaux, qu'ils aillent voir chez James Randi, 1 million de dollars, le défi d'1 million de dollars de James Randi, et puis c'est bon, parce que Stereophile a plusieurs fois été mis au défi, ils se sont toujours à chaque fois débinés, hein. Pourtant ils tiennent exactement le même genre de discours. Mais ça, encore une fois, le coup de aux mesures tout est parfait, mais à l'écoute c'est pourri, ça c'est pareil, c'est non recevable. Ça c'est des techniques de gourou pour obscurcir les esprits, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais je veux dire, si ça existe, qu'ils y aillent, ils seront millionnaires. Non seulement ils seront millionnaires, mais au-delà de ça, ils auront une reconnaissance internationale. Ils sont bons pour un Nobel pour avoir découvert des nouvelles propriétés physiques qui sont inconnues. Tiens, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Hein? Donc ça, c'est le genre de phrase qu'on retrouve, qui pullule dans les mondes audiophiles, mais comme c'est invérifiable, c'est infalsifiable, c'est tout ce qu'on veut, il faut seulement croire sur parole celui qui entend des choses. Moi, j'ai d'autres explications beaucoup plus simples, vérifiables, hein, qui montrent pourquoi ce genre de truc. Mais bien entendu, au double aveugle. Entre ça et un 7805 sur un montage correct, pour entendre une différence. L'audio précision, c'est que des régulateurs de merde, hein, qui a à l'alimentation. Hein. Donc, à mon avis, ils savent de quoi ils parlent, et quand ils mettent ça, c'est que ça suffit très bien pour l'utilisation que ça en est. Et pourtant, ce sont des appareils qui sont au-delà de ce qui se fait habituellement en Hi-Fi. Bon, quoi qu'il en soit, bon, le truc un peu musical, donc qu'importe. Donc, l'attention de référence des rêves présente à la borne d'ajustage du TL431, donc ici, 2,48 volts. Son impédance de source est de l'ordre de 0,4 ohm avec contre-réaction totale. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que son impédance de source. Bon, c'est un terme qui ne veut rien dire. Vous savez, je vois à peu près de quoi il parle. Il ne fait que répéter ce qu'il y a dans le datasheet du TL431. Qu'est-ce que c'est cette impédance? En fait, c'est extrêmement simple. Je vais le dessiner ici plutôt. Simplement, le régulateur, ici, tant qu'on ne lui a pas mis une certaine tension à ses bornes, il n'y a rien qui va passer. Et à un moment, à une certaine tension, c'est-à-dire la tension qui va se retrouver là, le courant va se mettre à varier extrêmement fort. C'est-à-dire qu'une toute petite variation aux bornes de la tension, aux bornes de ce composant-là, une toute petite variation va faire que le courant va passer de là à là. En fait, c'est exactement comme une Zener. Bon, une Zener, c'est dans l'autre sens. Lui, on le représente comme une fausse Zener, hein, ça se comporte comme une Zener. Je l'ai mis dans ce sens-là, pour des raisons pratiques, ça pourrait être dans ce sens-là si on veut vraiment respecter la notation. Mais disons qu'à un moment, il n'y a rien qui passe, et à une tension donnée, le courant qui circule à travers de ça, s'il n'y avait pas de résistance limitatrice, en fait, partirait très très vite et ça détruirait carrément le truc. Cette impédance, cette résistance interne, ce qui est écrit ici, son impédance de source, ce qui est un terme que je ne connais pas, mais en fait, c'est la résistance interne du truc, c'est simplement la pente de ce truc. S'il était 0, en fait, on aurait une pente verticale, c'est-à-dire que, en fait, on serait sur un cas limite. Mais en fait, elle est de 0,4 ohm, ça veut dire que la pente ici, elle est légèrement penchée comme ça. Si vraiment j'agrandis, bon, on a quelque chose comme ça. Mais simplement, une toute petite variation de tension va faire une grande variation de courant. Et c'est simplement le rapport des deux qui donne une résistance. Donc c'est simplement la pente du changement de courant à partir du seuil. C'est comme une Zener, c'est exactement l'équivalent de la pente dynamique d'une Zener. Hein. Alors, ok, très bien. Alors 0,4 ohm, c'est vachement faible, super et tout. Alors maintenant, est-ce que c'est vraiment important? Mais en fait, c'est un non-paramètre. C'est un paramètre qui n'a aucune importance à ce niveau-là. Il aurait de l'importance si le truc était utilisé tel quel, hein, directement en tant que régulateur shunt au point X. Mais comme ce truc-là sert simplement de tension de référence à un système à Darlington en sortie, ça n'a plus lieu d'être. Alors, c'est un paramètre qui rentre en compte dans l'impédance de sortie ici. Simplement, disons la contribution de cette partie-là, l'impédance de sortie est divisée par le bêta de ce transistor-là pour se ramener en sortie. Et l'impédance de sortie de ça, qui est très faible parce qu'on a une contre-réaction totale, en fait, bon, je ne vais pas faire le calcul, mais disons que c'est une contribution de plusieurs résistances.
il y a la charge, évidemment, et mise en parallèle avec l'impédance de la source qui rentre dans la base, c'est-à-dire en fait ça, en parallèle avec ça. Comme ça, c'est très faible, en fait, déjà on a une impédance d'entrée qui, vu de la sortie, est encore plus faible, elle est divisée par le bêta, si on veut, de ce transistor. Bon, là j'utilise le bêta parce que, finalement, dans les calculs, il intervient. Mais simplement, même si ce truc-là avait une impédance de 10 ohms ou de 100 ohms, de toute façon c'est divisé par le bêta de ça, vu de la sortie, donc ça ramène en bas. Et quand bien même si ça c'est faible, de toute façon il y a une autre résistance qui interfère, c'est les résistances de base ici internes. En fait c'est vraiment une pure résistance ohmique qui est due à la construction du transistor, dans lequel le courant circule au niveau de la base. C'est ce qu'on retrouve, ce qu'on appelle le RBB'. En fait c'est la résistance entre la base et la vraie base virtuelle qui se trouve vraiment au niveau du semi-conducteur. C'est une sorte de base théorique qui est celle où s'agit vraiment, où l'effet transistor a lieu. Et entre les deux, il y a une résistance RBB'. Cette résistance RBB', elle est en série avec la résistance équivalente du montage. Et en fait, RBB', si on regarde un peu ça, il existe des transistors avec des RBB' très faibles. Alors, le plus connu, c'est les 2SB737. Bon, c'est un PNP, mais il a son équivalent en NPN. Et c'est de quelques ohms, environ 7 ohms, quelque chose comme ça. Pour un transistor standard, ça peut être 10 ohms jusqu'à quelques dizaines d'ohms. En tout cas, c'est très très supérieur à l'impédance d'entrée de ça. L'impédance d'entrée, très supérieure à l'impédance dynamique de ce circuit-là. Donc, en fait, c'est quasiment les résistances de base. Je ne sais pas comment on dit en français, c'est les spreading resistance en anglais. Ces résistances-là, de toute façon, sont très supérieures à la résistance interne de ça. Donc, en fait, ça n'a pas d'importance. C'est un non-paramètre. Donc, le fait d'essayer d'épater la galerie avec ce 0,4 ohm, en fait, dans le montage, c'est quelque chose qui n'a quasiment aucun impact. L'impédance de sortie, bon, elle dépend évidemment de l'impédance de source, divisée par le bêta, l'impédance de sortie, et aussi le 1 sur la transconductance, qui est l'équivalent d'une résistance, on va dire, dynamique du transistor lui-même. Et elle est très très faible parce que c'est l'inverse de la transconductance qui peut être très élevée. Donc on se retrouve avec, en fait, le transistor lui-même fournit une résistance qui est encore plus faible que tout ça et qui ramène vraiment l'impédance de sortie ici extrêmement bas. Donc l'impédance, la résistance interne de ça n'a aucune importance. Donc contre-réaction totale, oui, ça veut dire qu'en fait il est utilisé probablement avec ça relié directement. Donc on a 2,5 V ici en VB, donc évidemment contre-réaction en fait. Parce que ça, c'est un réseau de contraction pour ce truc-là. Comme un ampli-op avec ces deux résistances. C'est à peu près pareil. Disons, et après, l'impédance de ça est multipliée par le rapport VZ sur VRF. Ben oui, dès lors qu'on commence à mettre une tension ici, bon, ok, très bien. Mais on s'en fout en fait, ça n'a aucune importance. Voilà. Bon, voilà, c'est à peu près la fin du texte. Donc en fait, en très peu de mots, il y a quand même pas mal d'erreurs, d'âneries, puis de discours un peu... je veux dire, New Age, mystico, audio, n'importe quoi. Tout ça pour un simple schéma en émetteur-suiveur. Hein. Mais globalement, c'est quelque chose qui marche assez bien. Hein. Il ne faut pas non plus croire. Mais ce schéma a deux soucis majeurs pour moi. Le problème numéro 1, c'est que ici, on a 2 VBE ici. Donc c'est un schéma qui a un rendement qui n'est pas très bon, surtout si la tension sortie d'entrée et de sortie sont très différentes. Auquel cas, ici, on a vraiment la dissipation qui va exploser. Donc le rendement n'est pas terrible. Et la tension de sortie est très difficilement, on va dire, devinable. À cause justement de ces deux chutes de tension de VBE, et c'est pas la tension ça qui va sortir. On n'aura pas l'égalité entre la tension bord de ce truc là et la tension de sortie. On va avoir deux jonctions en moins en tension de sortie, donc c'est difficile de faire quelque chose de précis. Donc il faut faire un truc variable, et d'un transistor à l'autre on risque d'avoir quelque chose d'un peu différent. Donc c'est ça les deux problèmes de ça. Et d'un autre côté, bon, c'est très très facilement améliorable, hein, encore avec d'autres. Il n'y a pas de protection court-circuit, il n'y a pas de limitation au courant. Bon, il y a plein de choses qui manquent si on veut faire vraiment une alimentation sérieuse. Hein. Mais bon, ça c'est vraiment une alimentation de base. C'est, on va dire, c'est le minimum syndical, quoi. Mais bon, si on a des bêtas suffisants, c'est pas mal. Alors moi, je déconseillerais ce transistor parce que c'est un transistor sans intérêt. Chez Sunken,
il y a pas mal vraiment de Darlington qui sont extrêmement efficaces et qui ont des caractéristiques très stables avec le courant, ce qui n'est pas le cas de ce transistor-là, hein, qui est vraiment, je ne vais pas dire c'est une merde, mais c'est vraiment un truc de base. Chez Sanken, il y a toute une gamme de transistors de fort courant avec des gains qui sont très élevés et qui restent constants sur toute la consommation, de très faible courant jusqu'à 20 ampères ou des choses comme ça. Sanken, pour moi, fabrique les meilleurs transistors bipolaires de puissance actuellement disponibles. Et on peut en trouver pas trop cher et ils ne sont pas trop contrefaits. Ce qui est très intéressant, ça dépend des modèles. Et ils ont des séries, donc de Darlington, ils ont des séries de paires avec des diodes de compensation de coefficient de température, ce qui permet d'éviter des emballements thermiques et des choses comme ça. Ils ont toute une gamme de transistors extrêmement intéressants et ça, quand on fait des amplis, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment des alternatives à tout ce qui est MJ802 qui sont très difficiles à trouver, les 15003 qui sont contrefaits à outrance. Ça, ce sont en plus des boîtiers assez pratiques, c'est vraiment pas mal. Ça a des bêtas très stables, des transconductances qui sont très stables, c'est-à-dire qu'ils ont des bêtas très stables, donc on peut facilement calibrer les étages d'attaque parce qu'on peut deviner on peut deviner à peu près ce que va consommer le transistor au niveau de sa base et ça va rester à peu près constant. Donc on peut déjà mieux imaginer ce qui va se passer. Alors qu'un transistor comme ça, alors là le bêta il varie dans tous les sens, il diminue magistralement lorsqu'on débite peu. Ça, c'est aussi le problème de ces alimentations-là, c'est plus le courant débité est faible, moins la régulation est bonne. Parce que les gains de ces transistors-là chutent, hein, et puis voilà, et on se retrouve avec, et bien entendu, la transconductance aussi chute. Et donc, on a une régulation beaucoup moins bonne. Donc, il est fortement déconseillé d'utiliser ça pour des faibles courants. Autant virer ça et mettre ça à la place. Alors, peut-être que c'est pour ça qu'ils trouvent que ça sonne bien. Pour des petits montages qui consomment très peu, c'est parce que ça régule mal, et en fait, c'est une alimentation toute pourrie. C'est possible, hein. Malheureusement, hein, ce qui est plus agréable à l'oreille n'est pas forcément ce qui correspond à la réalité, à ce qu'on doit obtenir. Bon, enfin néanmoins, voilà, c'était un supplément. En fait, c'est un supplément qui dure encore, je suis encore étalé des heures, mais bon, c'était le supplément du précédent sur ce schéma-là. Voilà.